Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité, le vrai décryptage, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Mercredi 16 octobre dernier était jour de prestation de serment de 4 membres du Conseil électoral. Leur bail de 4 ans venait par décret du président de la République d'être renouvelé. Au sein de l'organe qui veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Au-delà du cérémonial marqué par la réception du serment par le président de la Cour constitutionnelle, l'image qui va marquer les esprits, c'est surtout celle de ce membre octogénaire sur un fauteuil roulant. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h, la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, madame, monsieur, et maintenant c'est le fait du jour. Conseil électoral, gadget ou véritable gendarme de la loi électorale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec, il nous fait l'amitié d'être là ce soir parce qu'il n'est pas à Douala avec nous. Lui, c'est le professeur Pascal Charlemagne, Messanganyamdi. Bonsoir, prof. Bienvenue. Bonsoir. À Douala. Ben merci. Vous savez, Douala, c'est une belle ville. Oui. C'est la capitale économique du Cameroun. Douala aussi, c'est la diversité culturelle du Cameroun, et malheureusement Douala est en train de mourir à petit feu. Quand vous voyez, il n'y a plus de route et on peut un peu regretter cela, mais en tout compte fait, on se sent quand même très bien lorsqu'on est à Douala. Mais je sais qu'à Yaoundé on pense que Douala c'est la contestation permanente, c'est ça? Oui, vous savez que c'est aussi, ça il faut le dire, la ville rebelle. Oui. Rebelle, ce n'est pas si négatif, oui. Parce que, vous savez, l'indocilité a des origines aussi. Oui. Moi, ce que j'aime bien à Douala, c'est le franc-parler des habitants de Douala. Douala aime la vérité. Okay. Et vous allez constater que si dans les années 90, Douala a été la locomotive à travers les acteurs sociaux de Douala, les villes mortes et autres, de la contestation, ce qu'on a appelé la grande contestation sociale sur le renouveau. Il faut aussi dire que c'est à Douala que l'apaisement est venu, avec un chef d'État qui à l'époque disait « me voici donc à Douala ». Et je pense que cette ville qui est une ville cosmopolite nous permet de comprendre tout simplement que l'indocilité a aussi des causes. On a quand même profité de la démocratie pluraliste. Okay. Parce qu'on le veuille ou pas, on nous a dit la bolle, les événements de l'Est, mais ça a d'abord été aussi une revendication des Camerounais. Et puis le président de la République, Paul Biya, qui est un homme ouvert, a suivi. Et on a eu la démocratie aussi en partie grâce à Douala. Voilà, c'est Pascal Charlemagne Messanganyamdi, membre du comité central du RDPC et coordonnateur du mouvement des biaïstes. National des biaïstes. Voilà. Et je suis chef de département de l'intégration et de la coopération pour le développement à l'IRIC. C'est l'Institut des relations internationales du Cameroun. Voilà. Juste à côté de vous, docteur Luisan Isomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Permettez-moi avec respect de saluer un aîné dans la chaire académique que vous venez de présenter. C'est toujours un honneur pour les disciples de siéger à côté, d'être à côté des maîtres. Et je pense que ce soir, nous aurons les arguments suffisants pour étayer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, professeur Dr Luisan Isomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Il est modeste, vous savez, vous savez que la qualité de l'académicien, vous savez, j'ai un professeur qui m'a influencé, vous savez, comme je suis, quand je faisais effectivement aussi ma thèse de droit public, parce qu'on me connaît beaucoup plus comme politologue. Oui. Bon, modestement, je suis, me disait encore le ministre d'État Famendongo,
il paraît que je suis le seul à être docteur en droit nouveau régime et docteur en droit public à l'université camerounaise. Mais ça ne veut rien dire. Okay. Agrégé, 8 thèses, 10 thèses, les maîtres des amphis, c'est dans l'amphi. Okay. Et quand vous voyez Louison, pour qui nous avons beaucoup d'admiration, parce que en Occident, lorsqu'il y a des crises, on ne va pas seulement faire des commentaires de chambre dans les amphis. Les experts, les médecins de la société, ce sont quand même les enseignants. Okay. Malheureusement, beaucoup ne le font pas aussi bien que Louison, okay, qui est au-dessus de certains maîtres dans la diplômite et dans le grade, mais qui est leur maître lorsqu'on l'entend parler et analyser le fait social. Voilà, il est également sur ce plateau. Lui, c'est Jean-Robert Wafo. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, tous les co-panélistes. Membre du chef de cabinet, en charge de l'information, SDF. Non, pas seulement ministre. Voilà. Oui, ministre du chef de cabinet. Ministre de l'ombre. Ouais. Tout à fait. C'est bien moi. Voilà, bienvenue sur le plateau. Moi qui vous remercie. Jean-Robert Wafo, dites-moi, lorsque je vais l'article 10 du code, le code électoral dit, alinéa 1, le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. Est-ce que, lorsque vous regardez les choses se faire actuellement, c'est respecté cet article, cet alinéa 1? C'est difficilement respecté. Si je veux être un peu poli, mais pour dire vrai, c'est pas respecté. J'en veux pour preuve la déclaration de Madame Delphine Tsanga, oui, qui a fait état de ce que le code électoral est dynamique. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'il y a des choses à modifier dedans. Un seul indicateur, le découpage électoral. Oui, dans un pays normal, c'est l'ECAM qui devrait être en charge de procéder au découpage électoral. Parce que si on confond le découpage administratif, c'est-à-dire au niveau de l'organisation du territoire, au découpage électoral. Parce que le découpage électoral doit garantir l'égalité des citoyens devant le suffrage universel. Est-ce que c'est le cas? Non. J'en veux pour preuve une ville comme Douala, qui a pratiquement, le recensement de novembre 2005 qui a été rendu public en avril 2010, soit 5 ans après, ce qui est quand même une camerounaiserie, avait fait état de ce que Douala avait 1 980 000 habitants. Et il y a eu un taux de croissance, d'accroissement démographique qui a été décliné par l'Institut national de la statistique, qui faisait état de ce que Douala avait un taux de 4,8%. Tout à fait. Ce qui fait que, si on doit faire une projection, depuis 2015, depuis novembre 2015, on peut être autour de 3 millions. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que Douala a au moins 5 millions d'habitants. Prenons même 3 millions d'habitants. Qu'est-ce qui peut, par exemple, justifier que Douala, qui a 3 millions d'habitants, n'a que 9 députés, alors que la région du Sud, qui a 650 000 habitants environ, a 11 députés. Dans un pays normal, l'ECAM, n'est-ce pas, devait voir cela, on devrait confier, parce que l'ECAM doit être normalement en charge de l'ensemble du processus électoral. Oui. Et le découpage électoral devrait faire partie de ce processus électoral, basé bien évidemment sur le recensement qui est effectué par l'État. Bon, ce n'est pas le cas, donc c'est pour vous dire que en matière, si on s'en tient à cet article 10, il est difficile de faire croire aux gens que l'ECAM respecte cette disposition de manière efficace et de façon neutre. Bon, mais maintenant, il y a également que quand on vous donne des charges, on doit vous donner des moyens. Est-ce que l'ECAM dispose de moyens? Ça pose le problème de l'autonomie financière de l'ECAM. Et l'ECAM devrait normalement, c'est-à-dire que dans le cadre du budget, on aurait pu par exemple dire, l'ECAM qui a un budget de 11 milliards de francs CFA, si on maintient à la loi des finances de 2019, c'est vrai qu'il y a eu des modifications après avec l'ordonnance du chef de l'État, mais mettons 11 milliards de francs CFA, on devrait dire, peut-être chaque trimestre ou alors chaque semestre, mettre à disposition de l'ECAM un certain montant. Parce que quand on ne le fait pas,
Elecam va faire l'objet d'un chantage de ceux qui tiennent la bourse. Il faut le dire clairement. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent le savoir. Quand bien même vous avez droit à un certain montant prévu dans le cadre d'un budget, c'est le chantage qu'on vous fait pour débloquer cet argent. Et je le dis parce que en tant qu'élu, en tant que membre d'un exécutif communal, je sais très bien la peine que, par exemple, les maires ont pour percevoir, je vais prendre l'exemple simple, leurs centimes additionnels, le communaux. Il faut bien, parce qu'il faut bien qu'on le dise, on a transformé, le pays est devenu une histoire terrible où les véritables gestionnaires même, c'est le trésor public, c'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du trésor public. Il faut le dire aux Camerounais, parce que quand Elecam demande l'argent, pourquoi ça ne tombe pas à temps? Pourquoi Elecam ne peut pas dire que eux, ils font l'objet d'un chantage permanent en matière de déblocage d'argent? Donc tout ça mis ensemble fait que il est difficile que Elecam puisse se mouvoir. Il est difficile que Elecam, par exemple, puisse faire correctement son job. Et la preuve, c'est quoi? C'est que, bon, quand on dit parfois, puisqu'il est établi que les membres du conseil électoral d'Elecam, il y en a qui ils sont nommés par le président de la République après consultation d'eux, mais il se trouve que le président de la République est toujours président d'un parti politique qui va compétir aux différentes élections. Voilà. Alors, à partir du moment où c'est le cas, il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent que Elecam n'est pas du tout impartial, et mieux, ceux qui disent que Elecam, généralement pour la plupart, parce que c'est des anciens militants du parti État, que Elecam souffre d'un problème de crédibilité et d'un problème également de neutralité et d'impartialité. Professeur Sangana, pour revenir à ce cas-là, on a vu cette image d'un membre du conseil électoral sur un fauteuil roulant. Est-ce que sincèrement, à cet âge, 85 ans, on peut remplir la mission qui est sienne, telle que décrite par le code électoral? Je veux véritablement faire ce travail. Je vais vous révéler. On parle d'opérer des vérifications et les contrôles qui jugent opportuns, examinent les dossiers de candidature. Est-ce que à cet âge-là, on peut véritablement faire ce que demande le code électoral quand on est membre du conseil électoral? Je vais donner une exclusivité à votre émission. Vous savez, lors d'une tournée très récente en France, où je suis allé rencontrer la diaspora, j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Germaine Aïdjo. Effectivement, elle m'a fait état de ce que elle voulait, vous allez voir la relation avec votre question, revenir au Cameroun et accompagner le corps de son mari conformément à ses derniers vœux. D'ailleurs, je lui souhaite beaucoup de courage où elle vit actuellement, de passage à Saint-Paul. Je voudrais encore anticiper et l'annoncer parce que actuellement son fils est très malade et j'espère que le Cameroun, comme elle le souhaite, lui fera un clin d'œil. Alors, revenu de ce voyage, avec certaines informations, j'ai été convié au domicile de Madame la ministre Tchanga Delphine. Il s'agit d'elle. Je crois que ses enfants et tous ceux qui y étaient nous suivent. Je vous assure, je prépare actuellement, c'est moi, avec son accord, qui prépare sa biographie. J'ai passé 5 heures de travail avec Madame Delphine Tchanga à son domicile de Bastos. Je vous assure. 5 heures de travail. À un moment donné, je somnolais. Et à côté, ce sont ses enfants qui venaient lui dire, tous m'écoutent. Mais maman, il faut que tu manges. Il faut que tu prennes tes médicaments. Et c'est à moi de reprendre ce qui l'entourait qu'écoutez. C'est la première femme qui a été ministre dans ce pays. Il faut faire très attention. La politique, elle n'a vécu que dans cette affaire. Laissez-moi continuer à échanger avec Madame la ministre parce que nous préparions et nous préparons un protocole de travail pour sa biographie que je vais éventuellement publier. C'est une exclusivité de votre émission, Serge Alonto. Mais
voilà les faits. Les gens parlent. Est-ce parce que moi, je vous prends mon cas, mais ça me dit, j'ai eu un accident oculaire en 2010. Mais écoutez, j'ai connu le chantage. Certains, à un moment donné, estimaient que il fallait que je dépose les clés. Comme disait, j'ai déposé les clés, Jocelyne Labille. Il fallait que je dépose les clés et que je prenne une retraite anticipée. Mais allez voir mes étudiants. Allez causer avec mes collègues. Écoutez-moi sur les plateaux. Je pense que si, Madame Tchanga Delphine, parce que dans ce pays, on n'aime pas les handicapés, du moins visibles, puisque parfois certains sont plus malades que nous. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a une maladie curative que je ne vais pas citer ici sur le plateau, par respect pour les malades, personne n'en parle. Mais quand on voit un individu sur un fauteuil roulant, sur les béquilles, ou avec une malvoyante, comme c'est mon cas, on commence à faire des spéculations. De grâce, n'en parlez pas, c'est pas humain. Moi, j'ai eu 5 heures de travail avec cette dame. Je vous assure, elle a fait venir chez elle une archiviste. Je vous dis bien, mon cher frère Robert, une archiviste qui a classé ses documents, son histoire, et sa vie politique, qu'elle est en train de matérialiser. Quand vous allez voir Madame Tchanga Delphine, vous lui posez une question sur tel ou tel point. Madame Tchanga Delphine m'a raconté des faits où elle a été représentée au Cameroun à telle ou telle organisation il y a 30 ans. Il y a 40 ans. Elle m'a parlé de sa vie en politique, de ses relations avec le président Amadou Ahidjo. D'ailleurs, je vous livre quelques confidences de la biographie qu'on écrit. Elle me dit, mon fils, et après 4 heures d'échange, nous sommes au congrès de la maturité à Douala. Elle me dit, moi, je suis président national de l'OFRDPC. Et je suis à la gauche du président Amadou Ahidjo. Et Ahidjo nous dit, je vous donne quelques bribes du travail que je fais avec elle. Ahidjo nous dit, je vais démissionner. Alors j'ai rigolé parce qu'elle a eu ses réactions vis-à-vis d'Ahidjo. Elle lui dit, ah, tu pars où? Sache que tu es attaché là comme une chèvre. Bon, alors, en fin de compte, elle me fait état de ce que le processus décisionnel du départ du président Ahidjo ne datait pas de 82. Ils se sont mobilisés au congrès de la maturité et ils lui ont dit, créez un poste de premier ministre, ça va vous soulager. Et on est arrivé au gouvernement du 30 juin 1975 avec le poste de premier ministre où le président Paul Biya a été prévu. Pour conclure, rechuter, je ne crois pas que on doit que nous soyons en train de juger cette femme qui a encore la tête, qui a encore la mémoire, mieux que certains aventuriers, hein, que moi j'ai vu, j'ai des anciens ministres, excusez-moi, et certains ministres aux affaires qui ne peuvent pas vous recevoir pendant 2 ou 3 heures de travail. J'en connais même dans nos universités. Non, de grâce, moi j'ai des respects pour la santé des gens. Madame Tchanga est encore opérationnelle. Contrairement à ce que les gens ont vu de loin, je vous confirme qu'elle a encore sa tête, elle a encore son corps. Mais pour chuter, oui, je voudrais dire à mon frère Robert Wafo de faire attention. Il n'y a jamais eu d'État parti au Cameroun. Et sachez que, et je chute là-dessus, les élections du 1er mars, mon cher frère Robert, 1992, première élection pluraliste. Mais c'était organisé par qui? Par le MINAT. Je voudrais rappeler à Robert que la faiblesse et l'absence du SDF fit, malgré tout, du RDPC un parti minoritaire. Dites aux téléspectateurs ici que le RDPC a perdu les élections en 1992, les élections législatives du 1er mars 1992, avec un Belgouba qui est venu avec 68 députés, un Dakoli Daïsala qui est venu avec 6 députés au MDR, et puis un Augustin Federico qui avait 18 députés. Si ces 3 autres personnalités avaient effectué ce qu'on appelle une déclaration commune de politique générale, le président Paul Biya n'avait plus le droit de nommer un premier ministre dans son camp. Alors de quoi parlez-vous? Quand c'est l'État qui organise, vous gagnez. Maintenant vous avez demandé, c'est vous dans l'opposition qui avez demandé la biométrie. C'est vous qui nous avez demandé un organe comme l'ECAM. Et l'ECAM est là. Je crois que, Robert, battons-nous, parce que nous sortons du grand dialogue national, parce que je pense que toi, Robert,
je suis de ceux qui pensent que avec ce Jean Laglo, si nous dépassons les affinités partisanes, les affinités de réseau, les affinités ethniques, toi, je plaiderais même pour que tu sois un bon ministre de la décentralisation. Parce que mieux que quiconque, en levant l'étiquette SDF, tu peux être ministre de la décentralisation. Parce que vous connaissez mieux les problèmes de la décentralisation que ceux qui occupent l'actuel portefeuille. Je ne remets pas en cause la compétence de mon camarade. C'est pourquoi j'ai dit faisons attention. Oui. Battons-nous pour un Cameroun fort, pour un Cameroun uni. C'est pourquoi, après ce grand dialogue national, au-delà des incriminations que vous cherchez aujourd'hui à Elecam, pour qu'il y ait un gouvernement de large majorité, où on trouverait le SDF, où on trouverait le MRC, avec pourquoi pas le ministre Kamto, où on trouverait le RDPC, pour qu'on ramène la paix et la stabilité dans ce pays. Docteur Louison Issomba, au-delà de cette polémique, on sait quand même que le président a renouvelé sa confiance à Delphine Tianga. Elle a prêté serment le 16, comme je l'ai dit, à l'entame de l'émission. Ben, le président, comme on l'a dit, l'article 8 de la Constitution, alinéa 10, il nomme aux emplois civils et militaires. De manière prosaïque, il nomme qui il veut, le président. Oui. Il s'agit là simplement d'un de ses pouvoirs. Parce qu'il y a cette image-là qui, dans l'opinion, qui a fait beaucoup parler. Oui, il s'agit là d'un des pouvoirs discrétionnaires du président de la République. C'est vrai que la discrétion n'exclut pas le respect de la légalité. Oui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est surtout par rapport à la question que vous posez, d'ailleurs, qui est une question générale, qui touche le constitutionnalisme et la démocratie au Cameroun. C'est justement cette institution qu'on appelle l'ELECAM. Vous savez très bien que en 2001, ou du moins en 2000, avec la création de l'ONEL, il y a eu trop de faiblesses, trop de dysfonctionnements qui ont été relevés. Et c'est pourquoi en 2006, en 2006. Oui. En 2006, avec la création de l'ELECAM. Oui. Avant ONEL, on a passé par ONEL 2. Voilà, ONEL 2, mais en 2006, oui. Il y a d'abord, il faut le reconnaître, il y a une pression des partis politiques de l'opposition qui avaient voulu qu'on arrime le processus électoral justement aux standards les plus élevés de la démocratie, c'est-à-dire que dans un dispositif normatif et institutionnel qui puisse assurer la sincérité des votations. Et c'est par là que l'État lui-même, soucieux justement de consolider sa démocratie et d'améliorer le système électoral, a donc mis en place l'ELECAM en 2006. Et l'a doté de deux structures fortes, à savoir le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Tout à fait. Et il faut pouvoir indiquer que, au niveau du Conseil électoral, le président de la République nomme ses membres, et à partir de là, ils prêtent serment, comme on l'a vu, ils prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Alors, revenons un peu aux missions pour que je revienne précisément sur la question que vous me posez sur Mme Tianga Delphine, qui a été députée. Je crois que le professeur, elle a été députée avant d'être ministre des Affaires sociales. Tout à fait. Alors, elle est quand même une mission fondamentale. C'est-à-dire que la première mission, c'est justement confectionner les listes électorales. La deuxième, c'est acheminer, distribuer le matériel dans les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Et la troisième qui me semble n'est pas des moindres, c'est justement la centralisation des suffrages universels qui ont eu à s'exprimer. Alors, quand vous regardez ces missions, vous prenez maintenant celles qui sont spécifiques au Conseil électoral. C'est-à-dire, il y a une mission interne, c'est-à-dire que de l'organisation interne, et surtout une mission qui s'accroche à celle du fonctionnement, du moins du respect de la loi électorale, par tous les partisans politiques. Et vous savez qu'à cela, il y a une kyrielle de missions qui sont associées à cette institution. Et à partir de là, je pense quand même pour ma part que, compte tenu de la vigueur que l'on recherche au sein de cette structure, nommer quand même une femme de 86 ans, je ne fais pas une fixation sur elle. On aurait pu, moi je pense pour ma part qu'il a été ministre, on pourrait encore lui donner un poste ministériel que de l'envoyer à l'ELECAM. Voilà. Parce que quand on sait les missions considérables qui sont conférées ou attribuées à cette instance, je pense pour ma part que vous avez vu, il y a des descentes sur le terrain. Voilà. On l'a vu, une dame, le professeur l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai, prestigieuse, elle a encore peut-être, elle est dynamique, elle a encore tous les sens, il faut la respecter, mais je m'inscris dans la logique où
elle serait mieux ailleurs qu'à Elécam. Qu'au conseil électoral. Qu'au conseil électoral. Parce que pour ma part, je pense que c'est l'instance au sein de laquelle on peut justement mettre des gens qui sont dynamiques, qui peuvent, vous avez vu tout à l'heure, on revient sur les missions que nous avons tous citées ici. Il faut descendre sur le terrain, il faut vérifier les procès-verbaux, il faut, pour ces missions-là qui me semblent fondamentales, et pour asseoir notre démocratie, parce qu'il faut le dire, il était question de mettre en place une structure mieux à même moderne, de s'arrimer au standard pour assurer justement notre consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Et là, comme répondant à tous ces besoins, c'est la raison pour laquelle je pense pour ma part que le professeur a raison d'un pan pour dire « Ok, cette dame, elle garde encore toute sa lucidité, mais je pense qu'elle n'a plus l'énergie suffisante au regard des missions qui sont conférées à la structure Elécam. » Robert Wafo, sur ce renouvellement du mandat de Delphine Tsanga. Non, mais honnêtement, je ne peux pas, on ne saurait, n'est-ce pas, s'appuyer sur le handicap, n'est-ce pas, de quelqu'un pour dire qu'il n'est pas à même, ou alors qu'elle n'est pas à même de remplir cette mission. Mais comme le professeur Louison l'a dit, être à Elécam, ça nécessite quand même un peu d'énergie, pour ne pas dire beaucoup d'énergie. Il y a plein de postes dans ce pays. On aurait pu ne pas l'afficher, n'est-ce pas, devant les projecteurs, en la nommant à un poste beaucoup plus stratégique, beaucoup plus discret, où elle pouvait mettre, n'est-ce pas, à profit, n'est-ce pas, pour la République, son expérience et son expertise acquise, n'est-ce pas, durant toute sa jeunesse. Donc, une fois que c'est dit, je me dois tout de même le dire, parce que le professeur Louison a rappelé les missions essentielles de l'Elécam. C'est vrai qu'il y a le conseil électoral, il y a également la direction générale de l'Elécam. Et les démembrements découlent, n'est-ce pas, de la direction générale de l'Elécam. Mais j'ai un problème. Parce que on est déjà en train de parler d'Elécam. Et qui parle d'Elécam parle des élections. On est d'accord? Oui. Alors, compte tenu des missions qui ont été déclinées ici, puisque le professeur a rappelé les missions, docteur, confectionner les listes électorales, distribuer le matériel électoral, contrôler l'ensemble du processus électoral, l'inscription sur les listes électorales, valider les candidatures. Moi, j'ai bien envie de me poser la question de savoir comment ça va se passer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Justement. Que les Elécam nous disent comment ils sont en train de faire, ou alors ce qu'ils ont déjà fait depuis le déclenchement de la crise anglophone en 2016. Qui nous dit ce qu'ils ont déjà fait, qu'ils aient le courage de dire. Parce que s'ils sont vraiment dotés d'une impartialité et d'une neutralité telle que la loi le recommande, ils devraient quand même avoir le courage de faire une sortie pour dire en l'état actuel des choses, en l'état actuel de la situation qui prévaut dans ces deux régions, nous ne parvenons à rien faire là-bas. Ils doivent le dire. Ils ne doivent pas attendre que l'exécutif leur donne le signal. Eux-mêmes, ils doivent le dire pour davantage se crédibiliser. Parce que, voyez-vous, quand j'entends des gens dire qu'il y aura des élections, le corps électoral sera convoqué, on parle du 11 novembre, si l'on s'en tient, n'est-ce pas, au calendrier électoral. Non, là, ce sont des fake news. Je dis, non, on ne va pas monsieur le professeur Messagani me dit, je sais que vous êtes un progressiste de ce côté-là. Et vous êtes très peu nombreux. La preuve, c'est que vous avez été de ceux qui ont dit qu'il fallait que le dialogue soit organisé. Tout à fait. Vous êtes même allé jusque rencontrer la diaspora. Tout à fait. Ce que d'autres ne voulaient pas, parce que d'autres avaient déjà stigmatisé la diaspora comme étant des gens, comme étant des ripoux et tout. Vous avez promis, vous avez dit sur un plateau de temps ensemble, je crois que c'était à droit de réponse, tout à fait, que vous devez aller en mission de ce côté. Ça veut dire que de ce côté-là, du camp d'en face, vous êtes un des modérés, un des républicains. Mais il se trouve qu'également, il y a des faucons. Des faucons qui voudraient bien que les élections soient organisées dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et que le corps électoral soit convoqué, et que le corps électoral soit convoqué le 11 novembre. Je vais dire ceci. Si le SDF avait décidé de boycotter la présidentielle, comme nous avions la pression venant de la base,
le pays serait actuellement à feu et à sang. C'est très vrai. Et le SDF, lors de sa dernière résolution, lors de son dernier comité exécutif national, a posé des préalables pour cette élection. Si la paix ne revient pas dans ces deux régions, et que des gens s'amusent à vouloir organiser, à vouloir convoquer le corps électoral pour qu'il y ait élection, je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, je dis, le SDF prendra ses responsabilités. Et je le dis fermement ici. On ne va plus nous demander d'être des républicains. Non, ça ne passera pas. Parce que la plupart de nos députés, je veux bien savoir comment ils vont se mouvoir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez vu nos députés être menacés par des extrémistes, par les Amba Boys. Le chairman a été enlevé à 2 reprises. Tout à fait. Sa maison une partie de sa maison a été incendiée à Santa. Je veux dire, à Tarikon. Une autre à Baba 2. Mais comment ça va se passer? Je dis, le SDF par ma voix réitère ceci. Il faut que les faucons de Yaoundé donc comprennent cela. Toute tentative de vouloir organiser les élections dans les circonstances actuelles sera considérée comme de la provocation. Et là, nous prendrons à témoin l'opinion nationale et internationale. On ne demandera plus d'être républicain. Que la paix revienne et nous irons aux élections. Si la paix ne revient pas, nous prendrons nos responsabilités. Il faut que ce soit clair. Parce que ce qui s'est passé à la présidentielle c'était une circonscription. La circonscription est unique. Tout à fait. À la présidentielle. Vous pouvez avoir 0 voix dans une région et gagner l'élection présidentielle. Mais aux législatives et aux municipales, il y a des circonscriptions. Alors, veulent-ils nous faire croire, nous faire savoir qu'il y aura 180 députés au Cameroun, moins le nombre de députés du nord-ouest et du sud-ouest? Veulent-ils nous faire comprendre qu'il n'y aura plus 360 communes au Cameroun? Et je dis ceci, ceux qui vont s'amuser à vouloir faire convoquer le corps électoral, n'est-ce pas, à la date qu'on indique dans les réseaux sociaux, nous allons les considérer comme les sécessionnistes. S'il y a de convoquer le corps électoral, le 11 novembre, comme c'est prévu dans le calendrier, nous allons considérer que la véritable sécession, c'est à Yaoundé. Et nous tirerons les conséquences. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas jouer avec les Camerounais. Nous sommes un parti politique, nous avons fait notre part, nous avons accepté que nous avons refusé la sécession, puisque le SDF a toujours dit la sécession est à proscrire, mais ne nous poussez pas jusqu'au bout. Et je dis ça à Yaoundé, que Yaoundé ne nous pousse pas jusqu'au bout. Si nous pousse jusqu'au bout, alors là, on verra bien. Ok, donc pour vous, pas d'élection en février 2020. Je dis, si tant que la paix ne revient pas dans les 2 régions du nord et du sud, le SDF l'a dit dans ses résolutions du dernier comité exécutif national. Le dialogue, c'est autre chose. Nous avons réclamé le dialogue. Oui. Le SDF a réclamé le dialogue sur ce plateau à plusieurs reprises. Oui. J'avais même fait état de ce qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle. Et j'avais demandé au président de la République de s'adresser à la nation. Et il a fait. Il y a eu des faucons qui ont dit non, les gens s'adressent déjà. On a demandé le dialogue. Des gens ont dit le dialogue. Il y a déjà, avec la descente de la commission pour le bilinguisme et tout, nous avons dit il faut le dialogue. À partir du moment où vous voulez le dialogue, vous avez réclamé le dialogue. Et que ce dialogue a été convoqué. Vous ne pouvez pas refuser d'aller à ce dialogue. Ce serait demander une chose et vouloir son contraire. Nous y sommes allés. Et comme vous parlez de ce dialogue, il faut que ce soit clair ici. Nous avons affiché des positions préliminaires. Ce n'était pas des préalables. Des positions préliminaires. Quand on va à un dialogue, on affiche ces positions. Et je vais plus loin. Si les positions préliminaires du SDF avaient été actées, c'est-à-dire à savoir la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés dans le cadre de la crise, donc anglophone, à savoir qu'il faudrait qu'il y ait un pré-dialogue entre les anglophones d'abord, pour qu'ils s'entendent, et ensuite ils viennent soumettre ça, n'est-ce pas, au reste des participants à ce grand... C'est ce que le cardinal Toumi et les autres... Si on avait accepté cela, je parie que la paix serait en train de revenir progressivement. Et si on avait également fait le saut qualitatif en passant au fédéralisme, parce que nous considérons que seul le fédéralisme peut ramener la paix de façon durable et rapide dans ces 2 régions, ou alors tout au moins, soit clair, mieux vaut 1 que 0. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Les anglophones se sont battus, ils ont tiré le statut spécial. Même comme ils voulaient, on leur a accordé le statut spécial. C'est déjà ça, mais c'est insuffisant. Parce que si on était passé par exemple au fédéralisme, autant se refuse. C'est ça qu'il est nommé, c'est-à-dire encore Yaoundé, puis c'est les délégués du gouvernement
concentrent 65 000 francs CFA. Et 360 communes concentrent 25 000 francs CFA. Vous trouvez ça normal? Mettons sur pied une régionalisation. Effective. Parce que, ou tout au moins le fédéralisme, nous disons ça le fédéralisme, mais au moins faisons le saut qualitatif. Parce qu'on a parlé d'un transfert de 10 à 15%, d'un volume de ressources transférées de l'ordre de 10 à 15%. Ouais, nous avons parlé de 25%. Sorti du sujet. Oui, non, c'est pour vous dire quoi? La thématique est oui, je reviens donc sur la thématique, c'est pour vous dire que quoi? Et même s'il y avait cela, et les CAM aurait eu des démembrements vraiment régionaux, qui auraient pris en compte, par exemple, le recensement dans des pays normaux, dans des pays où, par exemple, la régionalisation, tout ne serait pas centralisé à Yaoundé au niveau du conseil électoral. Chaque région aurait, par exemple, son démembrement, qui organiserait ses élections. Merci, le maire Jean. Avec les moyens appropriés. Professeur. Mais ils ne veulent pas parce que tout doit aller vers le haut. Oui. Principe d'unicité de caisse, qui veut dire contrôle des caisses, qui veut dire dispatching des caisses à tête chercheuse et sur fond de retour commission. Merci Jean-Robert. C'est ça qu'il est question. Revenons à cet article 10 qui fixe les missions du Conseil électoral. Je ne vais pas tout citer, mais c'est surtout la sincérité des scrutins. Jean-Robert Wafou a parlé d'une situation claire, le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on peut aller à l'élection dans le nord-ouest et au sud-ouest? Non. Est-ce que le Conseil électoral ne devait pas prendre ses responsabilités et dire? Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Serge Alain Autou, on nous suit à Mondiaux Vision. Oui. Et j'ai toujours dit aux représentants des partis politiques, des membres de la société civile, dans leurs rangs, grades et qualités, qui viennent sur les plateaux de télévision de faire attention. Parce qu'il y a des gens qui croient en nous et qui nous regardent. Un mauvais discours peut provoquer une implosion. On l'a vu ici. Lorsqu'un certain parti, à Mondiaux Vision, moi j'appelle ça les médias sociaux, parce qu'en français correct, c'est plus médias sociaux que réseaux sociaux, a montré comment leurs militants, à un moment donné, étaient en altercation avec la police. Ça a eu des conséquences sur les ambassades. Il y a eu un éboulement social par nos Camerounais. C'est pourquoi moi je pense que Robert a raison. Oui, le SDF, même s'il n'a pas totalement raison, il faut le dire. Regardez le processus historique de construction de notre démocratie. C'est le peuple qui souffre tous les jours, parce que certains n'ont pas d'eau, certains n'ont pas de jeunes, n'ont pas de travail. Il y a des affinités de toutes sortes qui ont bousillé l'État et la nation. Mais ce que Robert vient de faire, à l'unanimité, nous qui sommes des leaders politiques, nous faisons le procès des fonctionnaires. Vous vous battez pour qu'il y ait la démocratie, vous vous battez pour qu'il y ait de bonnes élections, mais derrière, dans une dimension sectorielle, les fonctionnaires font n'importe quoi. Je vais vous donner un chiffre qui va vous faire. Merci. On va revenir après le journal. C'est l'heure du journal. Très bien. Bonsoir une fois de plus. Cédric Noufélé, le journal de 20h. C'est dans un instant au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la misère dans le monde rural et le monde agricole, malgré les réformes qui ont été annoncées plusieurs fois. Agriculteurs et paysans peinent à avoir accès aux terres arables, aux intrants agricoles et sont confrontés à des défis sécuritaires qui les empêchent de pouvoir se rendre dans les champs pour améliorer la production agricole. Même le JICAM se plaint du manque et de l'insuffisance de l'appui du gouvernement en vue de pouvoir améliorer les investissements agricoles. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et dans ce monde rural, il y a une insuffisance criarde en matière d'infrastructures routières, notamment les infrastructures qui permettent de se déplacer. Vous le verrez dans le département du Nyon-Ekele, là où des ponts ne cessent de s'effondrer, coupant plusieurs localités en deux, avec la colère et l'exaspération des populations rurales. Nous parlerons également dans la ville de Douala de ces inondations qui sont générées à la suite des travaux d'électrification et d'extension de certains réseaux dans la capitale économique du Cameroun. Les populations qui ont été surprises de voir leurs habitations être submergées par les eaux.
Et nous ferons également le point sur la situation sociale dans d'autres localités du Cameroun. C'est à suivre dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On va donc se retrouver après pour le débrief du journal, toujours en compagnie de nos trois invités. Nous avons également invité au débat ce soir Fa Elvis Taillon, qui représente le MRC et ses alliés. Il est toujours attendu donc sur ce plateau. On va donc souffler le temps du journal de Cédric Noufelé et on se retrouve après pour le débrief, le vrai. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos trois invités qui étaient là à la première partie, mais il nous a rejoint pour cette deuxième partie consacrée au débrief du journal. Lui, il est là sur ce plateau, Fa Elvis Taillon, MRC et alliés. You are welcome, sir. Thank you very much, Serge Alain, and it's my pleasure meeting the level-headed panelists who are here. Special greetings to my spiritual father, of course, Gunoko Village. The people of Gunoko Village, as usual. We always think of them as usual, and special greetings to my spiritual father, Prophet Boris of the Temple Church, and of course to a host of others who are watching us right away. I think I'm happy when I see Professor Mesanga, who is here with me. I think with the rest of my mayor and my brother over there. I think it's a pleasure. And we think we have to speak the truth, for the truth shall set us free. Ok. Vous avez vu, en première partie, ils étaient là, Jean-Robert Wafo du SDF, Dr Luison Isomba et le professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamdi. Je commence par vous, le professeur Mesanga Nyamdi, sans Mélima. On commence à oublier petit à petit. Hein? Non, je pense c'était un épisode ce qui s'est passé. On doit vite oublier, sans Mélima. On doit vite oublier cela. Mais il ne faut pas oublier les origines de ce qui est arrivé à San Mélima. Un discours tribal très fort. Les affinités ethniques, les affinités politiques, les affinités philosophiques ont mis ce pays discours en tribal entretenu par qui? Mais regardez, après cette élection présidentielle, vous avez vu dans les réseaux sociaux, ne nous en cachons pas, certains ont fait du discours tribal un leitmotiv de campagne et de mobilisation. Il faut oublier ça. Quand on sort du dialogue, et je le disais, du grand dialogue national, où on a vu des personnalités comme John Frundi, avec le RDPC, avec les autres formations politiques, quand on a vu Toumi, avec les formations politiques, que vaut encore quelqu'un, quel que soit l'extrémiste, et quel que soit le parti, qui viendrait vous dire que il y a un problème de RDPC, il y a un problème de MRC, il y a un problème de SDF. Moi, je voudrais ici vous dire que sans Mélima, nous devons nous tourner vers ce qui s'est passé au grand dialogue national où on a vu tous les Camerounais. Et je voudrais particulièrement saluer la position du SDF, la position de Cabral Libi et tous les partis qui ont apporté la preuve lors de ce dialogue qu'on pouvait être au-dessus de l'ethnie. Mais malheureusement, j'ai plutôt l'impression que beaucoup ne sont pas dans ce dispositif. Pour terminer, je crois que si on a vécu ce que tout le monde a dénoncé majoritairement à San Mélima, une violence inacceptable, il faut aussi apaiser le discours. Parce que vous avez vu le discours du ministre d'État, Fameux Ndongo, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je suis de ceux qui pensent que Fameux Ndongo est plus qu'un père pour moi, hein. Mais il ne faut plus tenir un discours donnant l'impression que le Sud, et singulièrement San Mélima, est le bastion naturel du RDPC. Ce n'est pas vrai. Parce que moi qui soutiens... Est-ce que c'est nouveau? Je crois qu'à un moment, il parlait du socle granitique. Non, je vous dis que le ministre Fameux Ndongo est plus qu'un père pour moi. Mais je crois que sur ce point bien précis, il y a une dimension sémantique de la parole qui peut inciter certains à s'enfermer. Moi, je suis Sawa. Personne ne peut nier que si, au-delà du grand Sawa et de la grande zone Betty, le bastion du RDPC et du président Paul Biya aujourd'hui, c'est le Grand Nord. Et je chute en vous donnant un exemple. Le président Paul Biya a eu 71% aux dernières élections présidentielles. Or, le Grand Nord,
extrême nord et Adamawa lui ont donné 47%. Si vous faites 47 ôté de 71, ce n'est pas le sud qui est son bastion, puisque dans le grand sud, le président est battu. Si vous prenez le score du Maurice Kamto, vous prenez le score de Cabral Libi, vous prenez le score de Jossa aussi, et les autres, ils avoisinent les 27%. Donc si le président Paul Biya, qui est mon maître politique, et d'ailleurs à nous tous, au-delà des créatures, comme là d'ailleurs beaucoup le ministre d'État, pour qui j'ai beaucoup de respect. Encore lui? Oui, mais je pense que le bastion aujourd'hui du président Paul Biya, s'il faut le dire, c'est le Grand Nord, ce n'est pas le Grand Sud. Ok. Jean-Robert Wafo, sur cette... on va un peu mettre tout, hein. Il y a quand même Sam Milima qui a fait parler, la ville a fait parler d'elle. Tout ça est derrière nous. On a vu dans le reportage, la vie reprend son cours normal. Ça devrait être derrière nous, mais on ne met pas fin, n'est-ce pas, à des relents tribalistes juste avec des discours. Oui. Il faut que ce soit clair. Il faudrait poser des actes. Or, l'acte du ministre d'État Femme Ndongo n'est pas pour... je veux dire, ce qu'il a dit n'est pas pour apaiser. Parce que, voyez-vous, il est question aujourd'hui que la jeunesse de Sam Milima, ceux qui sont allés, ils ont posé des actes inacceptables en République, il faut le dire. Et je me serais attendu même que la justice ouvre, n'est-ce pas, une enquête sur cette affaire, que la justice même surtout saisie. Je n'ai pas vu un procureur de la République le faire, du moins à ma connaissance, ça n'a pas été rendu public. Mais il faudrait que le ministre d'État, Jacques Fame Ndongo, comprenne que il n'est plus tolérable. Mais le couteau dans la plaie. Il n'est plus tolérable que quelqu'un puisse mettre le couteau dans la plaie après des événements pareils. Parce que voyez-vous, moi je suis de ceux qui pensent que cette jeunesse a été instrumentalisée. La preuve, c'est que quand on parle de socle granitique, ça veut dire que quel que soit ce qui est mené comme politique, quels que soient, n'est-ce pas, les rancœurs, les populations doivent oublier ça et voter pour un homme. C'est pas possible. En démocratie, ça ne se fait pas. C'est le libre choix. Parce que voyez-vous, tellement ils l'ont dit, ils ont fait comprendre à ces populations, que ces populations se sont dit, mais écoutez, ça veut dire que ce n'est pas eux le problème, ça veut dire que c'est d'autres qui sont le problème. Pourtant, la paupérisation, le chômage, le sous-emploi, c'est généralisé au Cameroun. On ne peut pas dire que c'est uniquement tel ressortissant de telle région qui, n'est-ce pas, subit les affres de ces gangrènes et de ces fléaux. Donc, pour moi, le ministre Fame Ndongo, plus qu'une erreur, il a fait une faute politique et vivement que ça ne se répète plus. Et il faut tirer également les conséquences de Sam Milima. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que la future réforme constitutionnelle inclue un certain nombre de mécanismes. C'est-à-dire qu'il faudrait extirper un certain nombre de termes comme autochtone. Je suis pour le droit des minorités, qu'on essaie de renforcer le droit des minorités, mais les termes comme autochtone, c'est porteur d'allogénie, c'est porteur de déflagration sociale de forte amplitude dont nul n'a absolument besoin en cette période sensible de la vie de notre nation. Parce que si on parle d'autochtone, qui est autochtone et qui ne l'est pas? Les seuls autochtones au Cameroun, par exemple, c'est les Pygmées, c'est les Boers, mais je n'ai jamais vu un Pygmée réclamer son autochtonie de façon ouverte. Ce sont plutôt ceux qui ne sont pas des autochtones qui se prévalent être des autochtones. Où est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui j'étais aujourd'hui, n'est-ce pas, avec quelqu'un donc avec une majesté, avec le chef, il faut que je prononce son nom, le chef Ewolo, son père était chef, n'est-ce pas, du centre, donc du centre sud-est ici. À l'époque, lui, il a près de 70-75 ans. Mais attends, quelqu'un ne viendra pas dire que parce qu'il est, par exemple, Douala, je respecte bien les Douala, qu'il est plus autochtone, par exemple, à Douala que lui. Et puis, si on doit regarder même l'histoire récente de ce pays, on nous enseigne que ceux qui étaient les premiers, du moins ceux qui sont les plus en vue ici, que c'est les Bassa, par exemple. Donc, il faut laisser ça de côté. Parce que l'immense majorité de Camerounais vient d'ailleurs. Ça a été démontré. Et j'ai comme impression, et ça je le dis sous le contrôle du professeur Metsanga Nyamding, que toutes ces notions d'équilibre régional et tout, en fait, on a tellement dévoyé ces notions au point où on se rend compte que cet équilibre régional qu'on proclame tant est en fait une reproduction dynastique de l'élite gouvernante. C'est-à-dire que les gens en profitent.
comme je l'ai dit sur un plateau, je suis convaincu que dans toutes les 360 communes de la République, il y a des génies. Tout à fait. Il y a des génies. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un équilibre, on a plutôt besoin d'un équilibre d'infrastructures. C'est de ça qu'on a besoin. Que les infrastructures de base, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, c'est de ça qu'on a besoin. Il faut niveler par le haut et non par le bas. Donc la méritocratie républicaine doit prendre corps. Cette réforme constitutionnelle doit extirper des thèmes comme autochtones, comme allogènes, pour promouvoir le vivre ensemble dont tous les Camerounais ont nécessairement besoin, ont absolument besoin, surtout en cette période de forte tension dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tension également, on a frôlé le pire à 100 000 morts. Dr Luison Isomba. Oui, nous avons vu les images qui étaient d'une extrême gravité. Je pense pour ma part que si le principe de réciprocité avait été appliqué... Voilà. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, ce qui se passe en fait, il faut le dire clairement, il s'agit d'une résurgence des frustrations. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'élite du Sud ne travaille que pour leurs intérêts propres et ne s'imagine pas dans les stratégies ou dans les paradigmes qui permettent justement que les fortunes amassées ou les fortunes mobilisées puissent servir justement aux populations du Sud. Vous avez vu les images, c'est-à-dire qu'une fois que les boutiques avaient été défenestrées, mais les populations bondissaient sur du pain, sur des boîtes de sardines, sur des biscuits. Du pain, de la sardine. Je vais prendre une seconde à Luison pour illustrer ce qu'il dit avec sa permission. Je vous assure que si le Sud, du point de vue ethnique, les hommes du Sud, les Boules particulièrement, sont les gens les plus ouverts, les plus généreux, les populations, mais les gens les plus pauvres au Cameroun sont issus du Sud. J'ai écrit ça avec Ateba. Je vais vous révéler quelques chiffres. Regardez le nombre de ministres des Finances en 37 ans de pouvoir que le président Paul Biya, mon maître politique, a donné à nos compatriotes du Sud. Au moins 6. Oui. Regardez le ministre de la Défense. Il faut les citer. Qui a donné. Je ne peux pas me tromper. Non. Le temps me fait défaut. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, le temps pour que les téléspectateurs aient la mémoire. Oui, mais ils vont voir. J'ai déjà les chiffres. Il y a. Ben, je peux vous les. Mevame Boutou. Mevame Boutou. Paul Botazé. Akamoun Foumou. Et puis. Ils sont nombreux. Bon, ils sont nombreux. Voilà. Bon, alors, ministre de la Défense. Ils ont eu 3. Mevame Boutou, Rémi Zameka et puis Akamoun Foumou encore. Bon, oui, et Mevame quand même 4. Bon, alors, donc, ce que je vais dire. Non, Bétia Soma, il n'est même pas du Sud, c'est un homme. Mais ce que je vais dire, hein, par rapport à la pauvreté, vraiment, qu'est-ce que le président Paul Biya n'a pas donné à nos compatriotes et nos camarades du Sud? Je peux répondre. Mais il ne faut rien. Je peux répondre. Je chute rapidement. Je peux répondre. Oui, non, écoutez, je vais répondre. Oui. Il n'a pas donné le fédéralisme. Je veux vous dire, j'ai des amis dans le Sud. Moi aussi. Qui disent que quand on parle du fédéralisme, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils essaient de venir organiser un référendum dans le Sud pour la décentralisation ou bien pour le fédéralisme. Eux, ils vont choisir le fédéralisme. Ça veut dire qu'ils sont otages d'une élite comprador qui ne sait que ses intérêts personnels et non pas les intérêts. Je vous dis que en termes de budget, hein, ils ont à un moment donné bénéficié de près de 60% du produit national brut en termes de postes. Prenez les directeurs généraux du Sud, prenez les ministres du Sud, prenez, il y a des gens extraordinaires, mais ils n'ont rien foutu. Et aujourd'hui, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, mais ce qui peut être choquant. Il y a quand même des exceptions. Hein, il y a des exceptions, bien entendu. Quand on peut aussi les citer si vous voulez. Voilà, vous permettez donc en un mot, c'est que le Sud et les populations du Sud ne sont pas d'accord avec leur niveau de développement. Parce que moi, quand je suis allé au Sud par moment, vous voyez des grosses villas, des grosses duplex, à côté des maisons en terre battue. Donc ce qu'on a vu là, il faut condamner ça et dire que les populations du Sud n'ont pas soutenu et mené cette action parce qu'ils sont fiers
de ce qu'ils subissent. Les populations du Sud ne sont pas contentes de leurs élites. Et il faut que ces populations prennent leur destin en main. Oui, moi qui suis... Transforme le socle granitique moi qui suis bien, en un sable mouvant. Je peux vous dire que ces populations en souffrent énormément. Et je termine en vous faisant une démonstration. Sous l'ère du président Ahidjo, où j'ai beaucoup travaillé en sociologie politique. Oui, à l'époque du président Ahidjo, vous ne pouviez pas voir un originaire du Nord porter les cartons, comme les jeunes enfants du Sud. Vous ne pouvez pas voir un originaire du Nord faire ce qu'on appelle le clando. Vous ne pouvez pas voir un originaire du Nord être domestique et boy. Aujourd'hui, regardez les gens du Sud. Ce sont les jeunes gars du Sud qui portent les cartons. Ce sont les jeunes gars du Sud qui font le clando. Ce sont les jeunes gars du Sud qui sont des domestiques dans des maisons et des bonnes. Pour la plupart, c'est inadmissible. Il est temps qu'on comprenne que Paul Biya n'est pas tribaliste. Pour preuve, malgré tout ce qu'il fait, les autres, du moins certains, ne suivent pas. Que cette population prenne leur destin. Pour terminer, Dr Luson. Justement, le président n'a pas le don d'ambiguïté. C'est pour avoir cette alchimie de se retrouver un peu de partout. Alors, je disais, Serge Autou, que c'est une question qui est d'utilité publique, qui est une question qui mérite justement que le président de la République, il a déjà fait, tirant à profit les propos qui ont été tenus tout à l'heure par le président de Sanganyandjik, on leur a donné un certain nombre de ministres. Ça veut dire que les directeurs essayer de tout faire justement pour que les populations puissent en bénéficier. Et il faudrait également que les gens comprennent que l'ethnie n'est pas au-dessus de la citoyenneté. Nous sommes dans la constitution de l'élite citoyenne, puisque nous sommes dans une république. Et chaque Camerounais se sentirait à l'aise de s'établir et d'aller et venir où bon lui semble. Et je crois que le juge administratif camerounais nous donne un très bel exemple dans l'affaire Obameteme Joseph. C'est-à-dire le préfet avait interdit au pasteur Obameteme Joseph de séjourner, de paraître au département du thème. Mais le juge a annulé en disant au préfet que non, vous ne pouvez pas interdire à un Camerounais de s'établir sur un département et vous porter atteinte à sa liberté d'aller et venir. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que ce qui se passait à Saint-Mélima ne doit plus se répéter parce que si, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, s'il y avait le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'à Foumban, et les populations de Foumban refaisaient la même chose, je vous dis, il y a toujours une petite étincelle qui produit des grandes flammes. Et ça devait être très dangereux pour l'État du Cameroun. What do you have to say about the bon discours de ce côté? Well, I have listened to all what everyone is saying here. I think that we have bypassed the period of speeches. Yes. You know, Cameroonians are good at speeches explaining. If you put Cameroonians in one way or the other, they will give you lessons from here to tomorrow. On n'a pas besoin de ça. L'action sur place. It's true. The authorities of the country have failed in the south. Finished. You cannot tell me that they're talking about the phony statement Vivo Ensemble. Young youths decide to invade business premises of other persons. I am saying this because we have not been taking the recourse directly to tell the head of state that they are still joking with South. We must say it here clearly. You cannot tell me that we are using the statement Vivo Ensemble. In the northwest and southwest, when youth went to the streets, bullets met them. In the littoral regions and the 8 other regions, when MRC started the Pacific March, of course, rubber bullets followed them. Many were arrested and incarcerated. You cannot tell me that in the south, as we are speaking, I have not heard that contingent of troops have ferried hundreds of youths who looted to Yaoundé to the military tribunal. This is not serious. I want to be very frank because we must call a spade a spade. We are covering up crimes in this country. We are covering up crimes. You cannot tell me that as of now. We have Air Force Base in Yaoundé, 101 in Van. At the time meeting was going on, military would have taken even military plane. It will be 10 minutes from Yaoundé to Sangmalima to drop troops to intervene. Looting took place. 24 hours it continued. People were wounded. Many were in the hospitals. Many have escaped from Sangmalima, some to Yaoundé, some back to Bamoum, until the Royal Majesty of Bamoum offered $1 million francs to some of those who were concerned in the victims as victims. And as we speak, I have not heard a court case that
Hundreds of youth in Sangmalema are in the Yaoundé military tribunal as I speak. The moment I see that, I know the state is serious. The moment I don't see that, we are making empty speeches and promoting division and deceiving people that Vivo Ensemble. I am very sorry to say that. Prof, just excuse me. I'm sorry. I'm no, it's true. Because your government has failed. These are issues that we'll talk about genocide, just like in Rwanda. Things of this nature start like this. Those youths who stole people's televisions, people's mobile phones, radio sets, biscuits, and all the like, caught on social media, are in their houses sleeping and relaxing. What is the proof that tomorrow these very youths, when they get hungry, they will not wait for another opportunity to kill, not even just to take, to kill you before taking? So I am saying that the state is playing a ping-pong game, and that's why CRM does not take such things for granted, because we have been saying that we need a responsible government that takes responsible actions and not politicking. That's why I'm sorry to say here that Dr. and Prof, with our mayor, I keep saying here that the time for speeches are over. Until I hear, because that night, if there's what they call in French, RAF, what they call Kale Kale, they would have, Sangmalema is a small town. I've been to Sangmalema. It's a town that if you send troops that night to people's houses, they'll be able to meet people with television sets, people with packets of biscuits, and when you catch A, B, C, he will tell them, non, je n'étais pas seul. Non, attends, j'ai dit, mon commissaire, j'étais avec telle personne. Many of persons would have been arrested that night, and some of the things that were looted and transferred to Yaoundé for business would not have gone out. So the state is an accomplice to this crime until the state tells me that they are proving their innocence by doing the right thing, going back there, carrying out the investigation. I saw police officers on social media standing there. If you say on n'avait pas des effectifs, mais pourquoi on n'a pas ce qu'on appelle des renforcements, comme on fait dans le région de Nord-Ouest et Sud-Ouest? Est-ce que le renforcement est maintenu n'est que pour le région de Nord-Ouest et Sud-Ouest? Pourquoi on n'a pas fait renforcement de côté de Sangmalema? 2 jours après, ça a continué. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on dise la vérité, parce que il y a des gens quelque part qui cachent certaines choses mauvaises dans ce pays. Mais faites attention. Un jour, ça risquerait de faire sortir comme un bombe. Et nous tous, on ne sait pas qui peut être fait sortir de ce genre de choses. So it is bad. And I keep insisting and begging that, Prof, who is here, help us tell the hierarchy. Tell the people of the ruling party that let them go back to Sangmalema. Justice delayed is justice denied. Okay. They should go back, arrest people as I speak now. Bring them to the military tribunal as they brought CRM members, as they brought Anglophones to military tribunals. And we cry. That thing to civilian court, they say no. It is instead to the military tribunals. Let these young youths, thousands of them, I see them in trucks. I will supervise and cover the event at the Yaoundé military court. Then can I say justice has been done? Thank you. Professeur Messangayam, il ressort quand même à travers le discours de Faelvis qu'il y a une espèce de 2 poids, 2 mesures. Non, je suis d'accord. On dit qu'il n'y a pas de jeunes qui ont été interpellés. Non, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des gens interpellés. D'ailleurs, je voudrais saluer les forces de défense et de sécurité, parce qu'il y a eu l'intervention du préfet. Je voudrais saluer aussi l'intervention, après d'ailleurs, M. Atangandji, le ministre Atangandji, qui est un camarade politique, s'est rendu sur place. On l'a vu. 3000 francs. On l'a vu manger quand même avec des gens. Oui, mais du moins. Mais ce que je veux quand même dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les pires opposants du président Paul Biya se trouvent au sud. Je vous dis les pires. Moi, je ne voudrais pas revenir sur les stratégies de déstabilisation du chef de l'État venant du sud que nous avons de justesse camouflée et étouffée. Mais il est clair que pour comprendre ce qui s'est passé au sud, il faut mettre ça dans le cadre global de la frustration, de la paupérisation. Moi, je ne comprends même pas qu'aujourd'hui, une ville comme Sangmalema, qui a été une ville ouverte, une ville, même l'une des premières villes coloniales où sont arrivés les pasteurs, les missionnaires, et même l'État, que Sangmalema est encore comme ça des Ben Sikineurs. Le Ben Sikin, c'est l'état de pauvreté d'une région, d'un département. C'est un emploi pas que vous comprenez. Et je crois que vous savez, professeur, la préoccupation de Faelvis, oui.
il dit qu'il y a une espèce de 2 poids 2 mesures. Non, il y a les jeunes qui ont fait ça ne se retrouvent pas au tribunal. Non, ils sont arrêtés, quelques-uns. Ils n'ont pas à Yaoundé. Non, ce n'est pas le même cas. Permettez-moi, les Camerounais ne se sentent pas. Explain problem here. Explain your preoccupation. Yes. Dans le nord ou le sud-ouest, de grâce, comparaison n'étant pas raison, là-bas, on a affaire quand même à une résistance armée qui s'est affirmée comme des terroristes. Lui, laissons son côté, il parle des militants MRC qui ont marché, qui se retrouvent dans au tribunal militaire à Yaoundé, qui ont marché à l'ouest, qui ont marché à Douala. On a appelé ça, cela s'est appelé la contestation post-électorale. C'est là où ne vous trompez pas. Évitons la manipulation politique sur le contrôle de Mouraï Mouafo d'ailleurs, qui va prendre la parole et qui vous donnera son avis. Oui. Il faut éviter à ne pas dépolitiser ou à faire la récupération comme aime faire le MRC. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a eu un acte de délinquance urbaine qui n'est pas un acte de terrorisme. Et nous, ce que nous sommes en train de dire, pourquoi cela et que faire pour que ça ne recommence plus? Nous avons dit qu'il y a eu la pauvreté. Vous savez, je chute là-dessus. Je chute là-dessus. Non, vous ne devez pas être surpris. Ne récupérez pas. Non, please. Don't do recuperation. Banditry? Non, it's not true. Je voudrais vous dire, dans ma chute, please. Okay, prof. I'm finished. Regardez ce qui se passe. Amnesty, lorsque nous avons, et je chute là-dessus, était premier pays, du moins champion du monde, en termes de corruption. Aujourd'hui, en 2019, quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Rima, état de paupérisation honteux, est-ce que c'est vrai que chaque minute qui passe, il y a 10 000 $ de corruption qui entrent dans la poche d'un fonctionnaire, qui professeur, qui magistrat, qui haut fonctionnaire, qui inspecteur des impôts? Moi, je pense que il faut que on lutte contre ce qui est un fléau, qui ne donne pas l'impression que nous, au RDPC, qui sommes au pouvoir, et la meilleure, on ne se sent pas au pouvoir. Et la meilleure le RDPC, écoutez, écoutez. Vous a écouté. La meilleure manière de lutter, c'est que le peuple ait le pouvoir de sanction. Que le peuple prenne son destin. Que le peuple du Sud transforme le socle granitique en un sable mouvant pour les élites qui ont passé le temps à les tromper, à les instrumentaliser, à les spolier. Ce sera un formidable, c'est-à-dire que ce sera une formidable leçon pacifique que ces populations auront infligée à ces élites compradores qui se croient tout permis, qui pillent les caisses de l'État, qui sont même incapables, de faire qu'il y ait de l'eau, de l'électricité dans ces zones, qui construisent des châteaux, devant des maisons en briques. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et ces populations-là doivent prendre leur destin en main. Et je sais que ces populations-là prendront leur destin en main. Transformer le socle granitique proclamé depuis Yaoundé en un sable mouvant pour ces élites. Et puis techniquement, il dit comprador. Comprador pour les auditeurs veut dire à la terre. Please, je vous en prie. Comprador en français veut dire comprare. Donc Robert dit des élites qui, parfois kleptomanes, qui ont accumulé beaucoup de ressources et qui n'ont pour seul objectif que d'acheter tout. Les consciences, les ci et les ça, les terres à eux tout seuls, alors qu'à côté, les autres couplistes même les places dans les écoles. Docteur Luisan, ils sont pas pour terminer. Oui, moi je pense clairement que là je souscris entièrement aux propos développés par Lomé. En réalité, les élections, l'élection a 3 missions. C'est-à-dire que assurer les rapports pacifiques entre les gouverneurs et les gouvernés. Deuxième point, c'est-à-dire être source de légitimité du pouvoir. Et le troisième point, c'est le pouvoir de sanction. Que les populations sanctionnent de manière sévère ces élites. Et je pense qu'à partir de là,
elles comprendront qu'il faut toujours se mettre au service du peuple lorsque cela se fait, lorsqu'il est besoin. Ça sont des élites, après ça va mettre justice sur place. C'est ça que j'ai dit. Merci. Mais ce sont le MSC démagogue. Je vous en prie, l'émission est terminée. Le MSC ne doit pas répondre. L'émission est terminée. Merci. Je pense que tout le monde a compris le problème. Yes, thank you very much. And my worry is that justice should take its course. Let us not keep deceiving the people when the real cause is there. If not, we might get another outbreak again someday. Vous voyez donc que vous aviez beaucoup à dire, Elvis Taillon. Elvis Taillon, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez loupé la première partie de l'émission. C'est vrai, je m'excuse de ça. Même devant Dieu, Merci, Elvis. Merci, Elvis. Merci. Qu'on fasse comme au Rwanda. Merci. On a banni les termes Hutu et Tutsi dans les actes d'état civil. Qu'on le fasse également ici au Cameroun. Il faut le dire au MSC, une citoyenneté claire, une citoyenneté c'est clair. Merci, on est arrivé. Je vous en prie. It's okay. Merci. But it's not called MRC Travesty Party. Merci. Voilà, merci. Vous avez apporté rectificatif. Merci au professeur d'être venu. Non, merci. Bon retour à Yaoundé. Merci, je suis vraiment bien et je suis content qu'il y ait des émissions citoyennes à l'effet de montrer que le RDPC a une vision. Okay. Mais ceux qui tiennent les commandes parfois du RDPC ne comprennent pas toujours cette vision. Merci, docteur Luisan Isomba. C'est moi qui... Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Gunoko Village.